Un très grand bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau point avec Marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui de Kevin Tauzé, qui est membre du comité d'investissement de Carmignac. Un énorme bonjour à toi, Kevin. Bonjour Imen et bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec les principaux mouvements de la semaine, et en particulier peut-être un focus sur les émergents et sur la Chine en particulier. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, hein, c'est un mouvement quand même assez haussier hein, sur les marchés d'actions. Et comme tu le soulignais, ben, on a eu un rebond très fort des marchés dits émergents vis-à-vis du reste du monde. On a aussi vu l'Europe hein, qui surperformait les États-Unis avec, en termes de secteurs, eh bien, voilà, les secteurs plutôt liés à de la consommation discrétionnaire qui ont plutôt bien fonctionné par rapport à des secteurs pétroliers qui, eux, ont plutôt contre-performé avec, on va dire, une forme de rattrapage ou de correction par rapport à ce qu'on a pu voir sur les mois précédents. Alors, si on regarde sur les marchés de taux, hein, là, on a vu ce qu'on montre sur ce tableau au milieu, on a eu des taux d'intérêt qui ont baissé hein, sur la semaine, avec pour autant, eh bien, des anticipations d'inflation qui, elles, ont été plutôt sur des niveaux plus élevés. Et donc ça veut dire que ça fait une baisse des taux réels, hein. Je crois que c'est des concepts qu'on vous a déjà expliqués au cours des mois précédents. Et ça a largement, on va dire, soutenu les marchés et notamment les marchés d'actions. Alors, les principaux, on va dire, événements de la semaine dernière, on a eu eh bien, un discours de monsieur Powell qui pointait plutôt vers un biais, on va dire, relativement accommodant, hein, et il commence à nous annoncer ce qui va se passer la semaine prochaine avec vraisemblablement, en tout cas c'est ce qui est balisé aujourd'hui, une hausse de 50 points de base pour donc 0,5% pour la réunion de décembre qui se tient la semaine prochaine. Alors, il ne faut pas non plus être complaisant, hein. Il est vraisemblable que les taux d'intérêt aux États-Unis restent sur des niveaux relativement élevés pour quelques temps. Alors, l'autre événement marquant, ça a été le rapport de l'emploi hein, aux États-Unis, là aussi, qui montrait, qui tendait à indiquer qu'on continuait à avoir des salaires qui étaient relativement élevés, un taux de participation qui était relativement bas. Alors ça a amené de la volatilité hein, quand même sur les marchés en fin de semaine dernière et pour finir, on va dire vendredi sur les niveaux sur lesquels les marchés d'actions avaient ouvert la journée de vendredi. Euh, donc l'autre événement marquant, comme tu le soulignais, Yven, c'est eh bien ce qui s'est passé sur la Chine. On a un rebond très très fort des marchés d'actions chinois, hein, vous le voyez, plus de 8%. Pourquoi? Il y a on va dire deux principales raisons à ça. La première, c'est sur eh bien, la politique de zéro Covid mise en place par les autorités chinoises. On pouvait craindre, en tout cas les investisseurs craignaient que dans le sillage des manifestations hein, en Chine vis-à-vis de cette politique très dure hein, de confinement et de zéro Covid, eh bien, on allait avoir un nouveau tour de vis des autorités chinoises et c'est l'inverse qui se produit. Hein. On a plutôt, on va dire, une forme d'assouplissement de ces mesures de restriction avec eh bien, potentiellement un peu moins de tests que ce qui s'est fait par le passé, les règles de quarantaine qui peuvent se faire dorénavant chez tout un chacun et non plus dans des camps d'isolement, et puis une accélération des campagnes de vaccination, notamment pour les personnes les plus fragiles, notamment les personnes les plus âgées. Et donc ça laisse présager une forme d'inflexion sur cette politique zéro Covid en Chine. L'autre facteur de support pour les marchés d'actions chinois, c'est tout ce qui se passe sur le front de l'immobilier. Hein. Là aussi, hein, on va dire la politique relativement sévère hein, des autorités chinoises vis-à-vis du secteur immobilier, avec ses velléités de dégonfler cette bulle immobilière hein, qui a largement affecté les marchés d'actions chinois sur l'année 2021 et sur l'année 2022 également. Et bien là aussi, il semble avoir une forme d'assouplissement. Hein. Voilà, il y a une baisse des taux hypothécaires. Les développeurs immobiliers sont maintenant dorénavant autorisés pour aller eh bien, voilà, chercher des capitaux sur les marchés d'actions chinois, ce qui ne s'était pas vu depuis 2010. Donc là aussi, une forme d'inflexion sur cette politique très dure qui a été mise en place par les autorités chinoises. Comme William vous l'a dit la semaine dernière, eh bien, voilà, la Chine sera vraisemblablement en 2023
le seul grand bloc économique sur lequel on aura une croissance économique, une croissance du PIB supérieure en 2023 qu'elle ne l'a été en 2022. Et tous les signaux qui ont été envoyés la semaine dernière tentent à pointer vers cela. Et donc, ça explique ce rebond très fort des marchés d'actions chinois dans un contexte où voilà, ces actions chinoises traitent sur des niveaux de valorisation qui sont là aussi particulièrement déprimés. Et là, tu fais allusion justement à la fameuse désynchronisation des cycles économiques dans les grandes zones géographiques, donc entre notamment la Chine, les États-Unis et l'Europe, ce à quoi faisait allusion effectivement William la semaine dernière pour jouer un peu tactique, Tout à fait. peut-être, Donc, ces différents, ouais, ces ça différents. pourra faire l'objet d'une prochaine minute pédagogique, mais là aussi, c'est important d'avoir en tête que, eh bien, toute chose égale par ailleurs, la croissance nominale du PIB, hein, donc la croissance économique d'un pays, eh bien, doit se retrouver dans les résultats des entreprises. Et donc, ça fait un vrai support pour les marchés d'actions et notamment pour les marchés d'actions chinois. Alors, tu faisais allusion à la minute pédagogique. On va justement parler de cette minute de cette semaine avec le lien qu'il y a entre d'un côté chômage, inflation salariale et croissance économique. Donc, je te laisse commenter les deux graphes que tu as mis en avant. Tout à fait. Donc la semaine dernière, William vous a parlé de cette illusion, d'atterrissage en douceur aux États-Unis. Il nous semblait quand même relativement intéressant de revenir sur cette notion et notamment à la lumière des chiffres de l'emploi, hein, qui ont été, particulièrement robustes et du discours de, Jérôme Powell la semaine dernière. Et aussi en amont de la semaine chargée qui nous attend la semaine prochaine, hein. Là aussi, je vous ai, indiqué qu'il y a une réunion de la réserve fédérale la semaine prochaine. Il y a aussi également une réunion de la Banque centrale européenne et également de la Banque d'Angleterre. Et on aura en plus de ça des chiffres d'inflation. Donc une semaine, encore une fois, très chargée en cette fin d'année 2022. Alors, il y a 2 concepts que je voulais, vous présenter aujourd'hui. Celui de gauche, c'est celui de la courbe de Phillips, donc c'est sur le graphique de gauche, qui établit le lien entre inflation salariale d'une part et taux de chômage de l'autre. Cette relation, elle a été établie dans les années, ouais, fin des années 50 par un économiste, néo-zélandais, hein, qui lui a donné, son nom, hein, donc monsieur Phillips. Il est d'ailleurs, également connu pour avoir développé un ordinateur analogique, hein, où les flux monétaires étaient stimulés par de l'eau dans des tuyaux. Mais voilà, ça c'est, j'encourage nos auditeurs du jour à aller regarder un petit peu ça sur Internet. C'est assez surprenant. Alors, qu'est-ce qu'a fait Monsieur Philippe? C'est bien sur la base des données du marché du travail en Angleterre sur les 100 ans qui précédaient les années 60. Il a établi une théorie selon laquelle quand le chômage baisse, ça veut dire que le pouvoir de négociation salariale, il se porte vers les salariés. Et donc, ça a tendance à pousser les salaires à la hausse. Cette relation, elle marche aussi dans l'autre sens. Et donc, vous voyez ici ce qu'on vous montre sur ce graphique sur la partie de gauche, c'est que la forte inflation salariale aux États-Unis, hein, implique une forte inflation dans les prix à la consommation. Elle est due notamment à quoi? Eh bien, à un marché de l'emploi qui est particulièrement tendu. Et donc, pour pouvoir ramener, on va dire, cette inflation et notamment cette inflation salariale sur la cible, sur des niveaux qui seraient cohérents avec une inflation à 2%, eh bien, il faudrait un taux de chômage qui serait beaucoup plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui, hein. Il est aujourd'hui autour de 3,5%. Il faudrait qu'il soit plutôt aux alentours de 5,5, voire 6%. Alors, quand on combine cette théorie économique à une autre loi économique, hein, qui s'appelle la loi d'Okun, hein, donc c'est ce qu'on vous montre sur le graphique de droite, c'est là aussi, hein, du nom de l'économiste américain Arthur Okun. Cette théorie a également été développée dans les années 60. Et bien, qu'est-ce que cette loi économique décrit? Elle décrit la relation entre la croissance économique et la variation du chômage. Euh, une hausse du chômage de 1 à 1,5%, hein, donc on va dire ce qu'il faudrait pour ramener l'inflation salariale dans une fourchette qui serait beaucoup plus alignée avec celle d'une inflation des prix à la consommation, une hausse des prix à la consommation plus en ligne avec le mandat de la Réserve fédérale. Eh bien, il faudrait là, ça induirait là une baisse du PIB, une baisse de la croissance économique de 2%. Alors, évidemment, on parle d'un choc économique particulièrement important. Et donc, la principale problématique auquel vont être confrontés les marchés, eh bien, c'est bien ce risque de voir une inflation plus persistante parce que personne ne souhaite un atterrissage violent de l'économie américaine. Et donc,
Le risque, c'est bien celui-là, d'avoir une forme de rémanence de l'inflation d'une part, de voir le rythme de décrue de l'inflation qui serait moins rapide que ce qui est anticipé. Et donc, on revient sur cette conviction que nous partageons que nous avons chez Carmignac, de cette illusion de atterrissage en douceur de l'économie américaine. Donc ça, c'est un risque. Et l'autre risque, ce serait celui de voir une forme de victoire à la Pyrrhus de la part de M. Powell, c'est-à-dire que s'il souhaite réellement ramener cette inflation sur le niveau de 2%, eh bien, il gagnera sur le front de l'inflation, mais il devra sacrifier pour cela la croissance du PIB. Et donc, ce qu'il gagnera sur le front de l'inflation, eh bien, il le perdra sur celui de la croissance économique. Donc c'est le fameux triangle justement qui est, impossible en fait d'une certaine manière. Exactement. Et c'est ce qui agite les marchés, qui devrait continuer d'agiter les marchés. Alors, côté macroéconomie, tu voudrais justement aujourd'hui parler des moteurs de performance des marchés obligataires. Effectivement, avec la configuration actuelle et notamment la hausse des taux d'intérêt, les marchés obligataires, justement, recouvrent de plus en plus d'intérêt. Et toi, ce que tu voudrais là mettre en avant, c'est justement quels sont les moteurs à avoir dans le collimateur pour suivre ce segment de marché. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que voilà, cette, hausse des taux d'intérêt, hein, donc les hausses des taux, des taux sans risque, hein, des taux allemands, des taux, américains, elle a été accompagnée par une hausse des primes, de risque, donc voilà la prime, ou en tout cas le surcroît de rémunération que demandent à avoir les investisseurs pour aller prêter à, des entreprises ou des États plus endettés que, les États les plus sécures. Eh bien, cette hausse des taux d'intérêt, elle veut dire quoi? Elle implique quoi? Elle implique qu'on a retrouvé de la valeur sur ces marchés obligataires. C'est ce qu'on vous présente ici sur la partie de gauche, hein. On a voilà, décomposé les différentes composantes, on vous a listé les différentes composantes, les différents moteurs de performance des marchés obligataires, hein, illustrés avec cette fusée sur la partie de gauche. Et donc vous voyez que là aussi, hein, sur le cash, sur les liquidités, la ligne qui est là tout en bas à gauche, eh bien on aura en tout cas bientôt autour de 2% de rémunération sur des instruments extrêmement bien notés et avec des maturités extrêmement courtes. Donc on vous dit qu'on retrouve de la valeur sur ces marchés obligataires, c'est bien une réalité, même sur la partie, on va dire, la moins risquée des marchés obligataires. Donc là aussi, il y a un deuxième étage, hein, à cette fusée, ou en tout cas ce moteur à réaction de performance, comme j'aime à l'appeler, c'est ce qu'on appelle la prime de terme. C'est-à-dire que quand on va un petit peu plus loin dans le temps, eh bien, on peut espérer avoir un surcroît de rendement, hein, un surcroît de rendement embarqué, et notamment quand on va investir sur des maturités un peu plus longues. Et on devrait être sur le prochain cycle avec une moyenne autour de 3% sur ces taux-là. Donc ça, c'est sur la partie ce qu'on qualifie de taux sans risque, en tout cas sans risque de défaut. Et puis ensuite vient s'ajouter à ça eh bien, le surcroît d'investissement qu'on peut avoir quand on investit sur les marchés du crédit. Alors les marchés du crédit de bonne qualité, on va dire de qualité investissement, en général des entreprises qui sont moins endettés, hein, ou qui opèrent dans des secteurs qui sont un petit peu moins cycliques. Et donc, vous voyez que le surcroît de rémunération, alors on l'exprime en point de base, hein, ça fait un surcroît de rémunération de 1,5%. Pour les investisseurs qui veulent aller chercher de la valeur, on va dire, sur des entreprises un peu plus exposées, potentiellement un peu plus endettées, ce qu'on appelle le crédit à haut rendement, eh bien, vous voyez qu'on a des rémunérations là qui sont de plus de 400 points de base, donc plus 4%, et de même sur la dette émergente. Et donc là, on retrouve encore une fois vraiment de la valeur sur ces marchés obligataires, sur l'ensemble de la classe d'actifs obligataires. Alors, sur la partie de droite de cette diapositive, il me semble également important voilà, de mettre l'accent sur le segment obligataire où on voit le plus de valeur, et c'est notamment sur ceux des marchés du crédit, hein. Pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup de valeur sur ces marchés du crédit? Eh bien parce qu'on a voilà, le rendement des obligations émises par des entreprises, hein, donc des obligations d'entreprise, qui sont en fonction voilà, de leur notation, de leur endettement, entre 4 et 10%. Donc en moyenne, sur des portefeuilles, on peut avoir facilement entre 6 et 8% de rendement, avec une maîtrise des risques plutôt encadrée. Il faut savoir que ce niveau de rendement-là, hein, c'est, on va dire, taux de défaut mis à part, ça correspond au potentiel de performance des marchés d'actions de long terme, hein. Sur le long terme, je le disais tout à l'heure en introduction, hein, quand on simule, quand on essaie de projeter de la performance action sur du long terme, eh bien on intègre la croissance économique, l'inflation et puis les dividendes. Et ça veut dire que sur du long terme, les marchés d'actions, ils tendent à générer comme performance sur un rythme annualisé
entre 6 et 8. Et donc vous voyez que ne serait-ce que sur le moteur rendement du crédit, on peut avoir une espérance de gain qui est proche de celle des marchés d'actions sur du long terme. Donc ça, c'est quand même une première case qui est cochée. Le deuxième, quand on gère un portefeuille et quand on investit sur les marchés financiers, le potentiel de performance, c'est important, mais il y a aussi, voilà, quel est le risque potentiel auquel je fais face. Et c'est vrai que quand on a de tels niveaux de rendement sur les marchés obligataires, ils intègrent un scénario qui est quand même particulièrement pessimiste, c'est-à-dire que là aussi, hein, si vous investissez dans un fonds où le rendement est entre 5 et 10 eh bien, vous pouvez digérer, hein, absorber un taux de défaut qui serait particulièrement élevé avant, eh bien, de perdre des sous sur ces marchés-là. Donc ça aussi, ça veut dire que cette case, pardon, de la gestion des risques, de l'intégration des risques, elle est quand même, il me semble, là aussi cochée. Et puis enfin, il y en a un autre qui est celui de la patience. Et c'est ce que j'indique ici avec la patience comme récompense, c'est que quand on investit sur les marchés obligataires, eh bien, on perçoit un coupon régulièrement. Et donc là aussi, je regarde les fonds obligataires, par exemple, chez Carmignac, ou les poches obligataires dans des fonds diversifiés, on arrive à avoir tous les mois un coupon qui est compris entre 40 centimes, donc 0,4% et 0,8%. Et ça, c'est aussi, on va dire, une source de performance importante. Et donc, pour les investisseurs qui seraient un petit peu hésitants à aller se repositionner sur les marchés d'actions, notamment après le très fort rallye qu'on a pu observer ces derniers mois, il me semble que les marchés obligataires offrent une alternative qui est quand même relativement attractive, tant en termes de moteur de performance qu'en termes d'intégration de scénarios qui seraient particulièrement adverses. Alors, du côté de la microéconomie, donc l'idée, c'est justement donc, de se focaliser sur une valeur chinoise qui est Alibaba, leader du commerce en ligne. Et tu as voulu notamment donc revenir sur l'historique du cours de bourse et sur les atouts de cette société. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là aussi, hein, dans le sillage de notre scénario économique anticipé pour la fin de cette année et puis sur le début de 2023, voilà, ce qu'on vous a décrit, c'est plutôt un scénario qui tend à montrer vers une forme de ralentissement de la conjoncture économique. Dans ce contexte-là, il faut plutôt avoir des portefeuilles défensifs. Pour autant, il faut aussi avoir des moteurs de performance. On l'a dit, les marchés du crédit constituent un vrai moteur de performance pour les mois et les trimestres qui viennent. Il y a un autre moteur de performance qui nous semble particulièrement intéressant dans l'environnement actuel, ce sont, eh bien, les marchés émergents et notamment les marchés d'actions chinois. Alors, Alibaba, oui, on vous a indiqué ici, on vous montre ici sur la partie de gauche l'évolution de l'historique de performance donc du groupe Alibaba. Euh, on le disait tout à l'heure, hein, il y a un contexte de valorisation particulièrement déprimé. Et vous voyez que aujourd'hui, le cours de bourse de Alibaba est revenu au niveau qui prévalait lors de son introduction en bourse en 2014. Donc, quand je vous dis que les valorisations en Chine, elles sont particulièrement déprimées, il me semble que c'est une bonne façon de l'illustrer. Alors, Alibaba, c'est une valeur qu'on avait globalement sur laquelle on était assez peu investi, hein, chez Carmignac, voire pas du tout. C'est la première place de marché chinoise en ligne, hein, donc elle combine, on va dire, des activités qui peuvent être rapprochées de ce que fait Amazon, hein, sur du commerce en ligne, mais pas seulement. C'est aussi la première plateforme de paiement en ligne, et donc là, d'une activité qui serait plus proche d'une entreprise américaine qui s'appelle PayPal. Et donc là aussi, c'est s'exposer au marché chinois. Et vous voyez le nombre de clients auxquels s'adresse Alibaba, il est absolument colossal, hein, à l'échelle de la Chine, mais pas que. Il y a aussi des investisseurs, enfin, il y a aussi des clients internationaux, hein, voilà, vous-même derrière votre ordinateur, vous pouvez commander des produits via la plateforme AliExpress, hein, et bien, voilà, qui est la plateforme du groupe Alibaba. Et donc là aussi, il me semble, une vraie valeur sur ce, enfin, il y a vraiment de la valeur sur ce titre-là, d'autant plus que c'est une bonne façon de s'exposer à de la croissance domestique en Chine, qui, on l'a dit, devrait être plutôt mieux orientée sur l'année 2023.
Alors, ton message de la semaine, Kevin, c'est justement alors il est en anglais, bien entendu et il fait référence notamment, à une expression assez célèbre, mais tu l'as un peu transformé, puisque l'idée, c'est de dire qu'il y a there is an alternative. Il y a une alternative aujourd'hui, malgré les zones de turbulence, malgré, justement donc la toile de fond macroéconomique assombrie, il y a une alternative possible pour les investisseurs. Tout à fait. Alors la phrase est en anglais parce que c'est une phrase une phrase célèbre qui a été dite par, madame Thatcher, plutôt dans les années 80 et c'est devenu, une expression consacrée dans les milieux, financiers, notamment au cours des dernières années, hein, dans un contexte de répression financière. On avait justement des taux d'intérêt qui étaient maintenus sur des niveaux artificiellement bas, par les banquiers centraux et notamment par la Banque centrale, européenne et pourquoi est-ce que cette expression était utilisée, hein, sur, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative? C'est parce que justement, il n'y avait pas d'alternative au marché d'actions du fait de la faiblesse des rendements obligataires. Et c'est vrai que la donne a quelque peu changé au cours des 12 derniers mois et aujourd'hui, hein, alors bien sûr, il y a de la valeur sur les marchés d'actions, mais les investisseurs peuvent de nouveau également en trouver sur les marchés obligataires et de même avec ce risque de récession et de ralentissement économique dans nos économies développées comme vous l'a dit William la semaine dernière, eh bien, il y a des régions dans le monde où la croissance économique devrait être mieux orientée en 2023. Et donc, il existe aussi des alternatives pour aller constituer des moteurs de performance dans cette phase du cycle économique en allant diversifier ses positions et en allant diversifier se diversifier en dehors de l'économie européenne ou de l'économie ou des marchés d'actions européens ou des marchés d'actions américains. Alors, à présent, parlons idées d'allocation et tu as décidé cette semaine de te justement centrer sur 3 fonds phares que nous distribuons bien entendu, qui sont, nos Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Émergent et Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. Et l'idée, c'est de voir un peu quels sont les moteurs de performance et justement les éléments de gestion des risques de ces 3 grands fonds. Tout à fait. Donc, sur la partie de gauche de cette diapositive, vous avez voilà ces principales sources, d'inquiétude, hein, qui devraient, qui nous préoccupent nous chez Carmignac et qui devraient, là aussi, concentrer l'attention des marchés sur les mois qui viennent avec ce risque de récession, ce rythme de désinflation, hein. Le point haut de l'inflation, il semble être, derrière nous. Après quelle va être la vitesse de décrue de l'inflation? C'est une vraie question et ce sera aussi une vraie source de préoccupation pour les marchés et puis ce risque de victoire à la Pyrrhus, de la réserve fédérale auquel je faisais allusion tout à l'heure. Alors, côté moteur de performance, qu'est-ce qu'on va privilégier? Eh bien, on va en parallèle à ce risque de récession, ce risque de ralentissement de la conjoncture économique, on va plutôt favoriser des actions qui sont plutôt résilientes, hein. La santé, la consommation de base, là aussi, c'est des thématiques d'investissement sur lesquelles on est largement revenu au cours des mois et des trimestres, précédents. Donc ça, c'est des moteurs de performance qu'on utilise largement. Alors, je vous ai mis la petite tour Eiffel pour voilà, faire un clin d'œil à Carmignac Portfolio Grande Europe, hein, qui est un fonds d'action européenne. Le petit curseur pour faire allusion à Carmignac Patrimoine Europe, hein, qui est un fonds diversifié, donc il peut avoir et des actions et des obligations. Sur ces deux stratégies-là, hein, sur ces deux véhicules d'investissement, donc Carmignac Grande Europe et Carmignac Patrimoine Europe, eh bien, on privilégie plutôt euh, des valeurs et des secteurs qui tendent à être plus résilients, à donner plus de visibilité. Ça tombe plutôt bien en termes, on va dire, de moment pour y être investi parce que c'est des valeurs qui ont largement souffert de la hausse de taux et de cette accélération de l'inflation. Aujourd'hui, on rentre dans une phase où eh bien, l'inflation devrait plutôt décélérer, donc c'est des entreprises qui devraient, enfin des valeurs qui devraient plutôt bien se comporter. L'autre moteur de performance important, eh bien, c'est les obligations d'entreprise. Et là, pour voilà, ceux qui nous écoutent et qui veulent voilà, mettre ça en place dans un portefeuille et dans un portefeuille géré par Carmignac et distribué via EasyBourse, eh bien, il y a Carmignac Patrimoine Europe, où là, eh bien, on a une exposition, on a remonté nos expositions aux obligations d'entreprise. Donc ça, c'est on va dire, un deuxième moteur de performance important pour ce portefeuille-là. Et puis enfin, on l'a dit, l'autre moteur de performance particulièrement important pour nous, à nos yeux, sur les mois et les trimestres à venir, ce sont les actions chinoises. Et donc, cette petite pagode-là représente Carmignac émergent, qui est largement exposé à la Chine, hein. Là aussi, on gère de façon active. On avait plutôt été sous-pondéré sur la Chine
pour une bonne partie de cette année 2022. Aujourd'hui, on a remonté nos expositions et donc on a plus d'actions chinoises dans un fonds comme dans Carmignac émergent qu'il n'y en a dans les indices. Et puis enfin, côté, voilà, je disais gestion des risques, hein, parce que c'est important d'avoir des moteurs de performance, mais c'est aussi important d'avoir des stratégies et de voilà, pouvoir essayer de se préparer à un scénario plus adverse que ce qui semble être anticipé. Il y en a plusieurs. Je le disais, on a retrouvé de la valeur sur les marchés obligataires, on a retrouvé de la valeur en termes de performance, donc les obligations d'entreprise notamment, mais on retrouve aussi avec cette remontée des taux d'intérêt, eh bien, une forme de valeur de protection par, on va dire, ces taux sans risque, hein, qui sont là aussi largement remontés. On est sorti de cet environnement de répression financière sur beaucoup de classes d'actifs. Et donc, on veut des actifs qui sont là aussi, qui ont une sensibilité au taux d'intérêt qui est plutôt favorable. Et donc, voilà, on le fait, par exemple, sur un fonds comme Carmignac émergent avec des valeurs plutôt de croissance, avec une bonne visibilité qui tendent là aussi à mieux se comporter quand on a un environnement taux qui est relativement plus bénin que ce qu'il a été au cours des mois et des trimestres passés. La même chose sur Carmignac Grande Europe et sur Carmignac Patrimoine Europe, où là, en plus de ça, on peut aussi avoir des expositions en direct à des obligations d'État bien notées. Euh, un autre moteur important de gestion des risques, c'est la gestion active, hein, et ça aussi, il me semble que c'est un message très important qu'on vous a porté tout au long de cette année 2022, c'est qu'avec le retour de l'inflation, on assiste à une forme du retour du cycle économique, hein, et donc, et on le voit aussi, hein, on l'a aussi sur, c'est des thématiques qu'on vous a largement exposées, comme voilà, ce rebond de marché dans des phases baissières, hein, celui auquel on assiste là aussi depuis plusieurs semaines. Il y a beaucoup de valeur à implémenter et à mettre en place une gestion active dans les portefeuilles, dans un contexte où voilà, la volatilité a quand même fait son grand retour, tant sur les marchés d'actions et a fortiori sur les marchés de taux. Et puis enfin, sur les marchés d'échange aussi, il y a des outils extrêmement utiles pour pouvoir gérer, on va dire, des phases de marché un peu plus compliquées. Voilà, on peut penser voilà, au yen japonais, par exemple, qui tendent à servir d'actifs refuge en période chahutée, ou le franc suisse également. Et donc, vous trouvez ces moteurs de performance et ces moteurs de gestion des risques dans les trois fonds Carmignac qui vous sont présentés ici. Kevin, peut-être une petite précision justement avant de passer aux questions. En l'occurrence, tu indiques pour les informations liées au fonds, Oui, article 9 et article 8. Alors, ce sont des éléments d'information qui ont trait à la dimension durable, dimension extra-financière de ces fonds. Peux-tu rapidement nous en parler? bien sûr, donc c'est une catégorisation de fonds qui a été mise en place par, on va dire, différents régulateurs européens, et ils tendent à illustrer quoi? Eh bien, le fait que chez Carmignac et sur ces trois véhicules d'investissement, quand on investit sur les marchés, eh bien, on intègre des critères financiers. Donc, quelle va être la trajectoire, on va dire, boursière ou financière des entreprises sur lesquels ou des États sur lesquels on investit, mais on intègre aussi une dimension extra-financière. Donc là, on va plutôt regarder d'autres indicateurs, donc qui ont trait à l'environnement, d'autres piliers comme le pilier social ou le pilier de gouvernance. Et donc, par exemple, on parlait de Alibaba hein, tout à l'heure. Eh bien, Alibaba, là aussi, coche les cases et contribue, en tout cas, enfin, et est pleinement aligné avec justement cette gestion et cette intégration de la dimension extra-financière. Voilà, elle permet par exemple à beaucoup d'entreprises de taille moyenne ou petite d'avoir accès eh bien, à des marchés qui sont très larges, comme les marchés développés, par exemple. Donc ça, c'est un facteur. L'autre facteur, ce serait que voilà, une entreprise comme Alibaba ben, permet aussi, par exemple, à eh bien, des entreprises qui sont plutôt situées voilà, dans les campagnes chinoises, et là aussi d'avoir accès eh bien, à un marché qui est particulièrement large.
Alors, maintenant, on passe rapidement aux questions, et ensuite, justement, un petit point sur le sondage que je vous ai soumis. Donc, aujourd'hui, je vous ai soumis effectivement un sondage sur notamment vos préférences d'investissement envisagées pour l'année 2023. On va essayer à chaque fois donc d'envisager une question intéressante autour de votre positionnement, de vos intérêts. Et donc, du coup, d'abord, les deux questions que je vais te Mmh. poser, c'est l'une sur l'euro. Si l'euro venait à s'écrouler, donc les États seraient obligés de revenir à une monnaie nationale. Qu'est-ce qui se passe dans les obligations européennes dans ce cas-là? Qu'est-ce qui se Alors passe pour elles? alors on n'en est pas là. Le scénario qui est envisagé, ce serait celui d'une fragmentation de la zone euro. C'est clairement pas le cas, aujourd'hui. En tout cas, c'est un scénario qui semble particulièrement, extrême. Oui, ce risque-là, quand qu'il se produise ou quand, on va dire les craintes qu'il se produise remontent, c'est une très mauvaise nouvelle pour les obligations, hein, et j'en veux pour preuve, par exemple, ce qu'on a pu voir, en Italie ou en Grèce, il y a de ça, quelques années, hein, avec, voilà, notamment la crise des États souverains. Quand il y a ce risque de, voilà, comment on peut appeler ça? Grexit, Italexit, eh bien, on voit le prix de ces obligations, qui souffre, très largement. Alors là aussi, hein, aujourd'hui, quand nous on investit, sur des actifs, dits sans risque, en tout cas sans risque de défaut, sur des obligations européennes, c'est plutôt sur des États qui, eux, sont extrêmement, bien notés, et notamment l'Allemagne. Alors, l'autre question, éventuellement, c'est il est contre-intuitif de voir la rémunération de la dette émergente équivalente à celle des pays, des obligations donc à haut risque, des obligations des entreprises donc un peu moins Mmh. bien notées des pays développés. Alors, comment vous expliquez cet alignement, justement? Alors, là aussi, c'est-à-dire que ce qu'on vous montre ici, ce sont, on va dire des niveaux de rendement moyens affichés au sein d'indices, et oui, la classe d'actifs, émergente, heu, se voit parfois, à tort, hein, d'ailleurs, hein, mettre, ou accoler, une étiquette, qui est, on va dire, parfois pas la bonne, hein. C'est-à-dire qu'on a, des économies, on a des pays au sein du monde émergent qui sont, extrêmement bien gérés et extrêmement bien notés. On a aussi, voilà, à l'autre bout du spectre, des économies émergentes qui le sont beaucoup moins. Donc ça, c'est un facteur qui est important à voir. Pourquoi est-ce que, avoir en tête, pourquoi est-ce que les rendements, sur les marchés, dits émergents, et les rendements des obligations émis par les États émergents, ils sont remontés aussi fortement? Bah, parce que là aussi, alors je regarde un petit peu dans le rétroviseur, mais ce qui s'est passé, c'est que, la hausse très forte, du dollar américain, par exemple, la hausse des taux d'intérêt, a fait peur à beaucoup d'investisseurs sur la capacité de certains de ces pays émergents à rembourser leurs dettes. Parce que les pays émergents, quand ils émettent de la dette, ils peuvent émettre de la dette en devise locale, hein, donc leur devise propre, hein, d'accord. Et ils peuvent aussi émettre de la dette externe, hein, donc ce qu'on appelle de la dette en devise dure, c'est-à-dire de la dette émise en euros, en dollars, en yens, en sterling. Et pourquoi est-ce qu'ils émettent de la dette dans ces devises-là? Eh bien, pour avoir accès à un pool de capitaux plus important, parce que les investisseurs sur les marchés obligataires, ils ne veulent pas forcément prendre ce risque de devise. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils le font. Mais par contre, vous comprenez bien que si vous avez émis de la dette en dollars, que le dollar américain s'apprécie très fortement, eh bien, le coût pour servir ces dettes sera beaucoup plus élevé. Et donc, il y a eu des craintes sur la solvabilité de certains de ces pays dits émergents. D'accord. Il y a une dernière question peut-être éventuellement d'Eric qui nous dit, «Est-ce que les cours des actions vont suivre le taux d'inflation ou c'est plutôt l'inverse?» éventuellement. Alors, c'est une très bonne question d'Éric. On va dire, si je regarde là aussi, je prends plutôt une vue du dessus, hein, je regarde en moyenne au niveau d'un indice. Ce qu'on a vu cette année, c'est que la remontée, très forte du taux d'inflation, c'est plutôt été une mauvaise nouvelle pour les marchés d'actions en général. Pourquoi? Parce que ces marchés d'actions, ils traitaient sur des niveaux de valorisation qui étaient particulièrement élevés, et je vous l'ai dit aussi, hein, quand il existe une alternative crédible, eh bien, ou en tout cas, équivalente ou avec un risque moindre, eh bien les investisseurs ont plutôt tendance à aller favoriser, par exemple, bien les marchés obligataires sur lesquels il y a potentiellement demain plus de valeur. Donc la remontée de l'inflation, si elle est trop élevée, c'est pas une bonne nouvelle pour les marchés d'actions, et notamment pour les marchés d'actions, les plus chèrement valorisés. Donc ça, c'est le 1er point. Par contre, il y a
des secteurs, des valeurs qui peuvent bénéficier de cette hausse de l'inflation. D'accord? Donc on pense par exemple, voilà, hausse de l'inflation, ça veut dire des taux d'intérêt, plus élevés et donc ça veut dire qu'un secteur comme le secteur bancaire peut plutôt bien s'en sortir. Si on a une hausse de l'inflation parce qu'on a une hausse très forte des cours de l'énergie, on comprend bien que, voilà, des valeurs, qui opèrent dans des secteurs, comme celui du pétrole ou du gaz, elles vont plutôt bien se comporter. Ce qui nous attend pour les mois à venir, c'est pas que l'inflation continue d'accélérer, c'est plutôt la tendance inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt, on assiste à une forme de désinflation, hein. On va passer d'un rythme d'inflation à 2 chiffres à, on va dire un rythme d'inflation entre 3 et 5 et cette décrue du rythme d'inflation, elle va plutôt aider justement, ces valeurs qui ont beaucoup souffert cette année et donc ces valeurs qui donnent plus, de visibilité, notamment le secteur des valeurs de croissance notamment. Entendu, entendu Kevin. Juste un mot avant de se quitter sur, effectivement les résultats du sondage. La question qui vous a été posée, c'est justement quelle classe d'actifs vous souhaitez justement privilégier l'année prochaine? Et si on regarde un petit peu, la répartition des réponses, merci énormément d'ailleurs d'avoir, joué le jeu pour le coup. Alors les actions européennes apparaissent en premier, suivi des actions émergentes et éventuellement des obligations d'entreprises européennes. Donc voilà, donc je sais pas si c'est quelque chose qui t'évoque un commentaire, Kevin. Mais en tout cas, voilà en fait pour les éléments de réponse apportés. Eh bien, merci beaucoup et je suis très heureux que voilà, les fonds qu'on vous a présentés, qui vous ont été présentés aujourd'hui et qui sont, disponibles chez EasyBourse cochent, toutes ces cases-là. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous les adresser. Voilà, donc merci encore à tout le monde. Bien entendu, merci à toi, Kevin. Vous retrouvez le replay d'ici la fin de la journée. Et puis, nous vous donnons rendez-vous pour la dernière de l'année, la semaine prochaine, même jour, même heure. Au revoir et bonne fin de semaine à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.